Recherche coupable. Cédric Jubilard, un procès emporté par la foule. En ce début d'automne, une effervescence inhabituelle anime le centre-ville d'Albi. De nombreux touristes profitent des rayons de soleil et se délectent des bâtiments en briques de la ville rouge. La cathédrale forteresse Sainte-Cécile ne désemplit pas. Mais en cette fin septembre, il y a quelque chose en plus. À 2 pas de la monumentale statue du navigateur Jean-François Lapérouse se tient le procès de Cédric Jubilard. 4 semaines d'audience du 22 septembre au 17 octobre. C'est l'un des plus grands mystères judiciaires de ces dernières années. Demain s'ouvrira le procès de Cédric Jubilard. Bonjour, je suis Pierrick Baudet et vous écoutez un épisode du podcast Recherche coupable. Dans cet épisode, nous allons vous faire revivre les nombreux moments clés de ce procès, avec des paroles d'avocats, du public. Les témoignages sont parfois enregistrés à la volée et il faut tendre l'oreille. Mais ces instants décrivent l'effervescence d'un procès qui aura connu peu de temps mort et quelques montées de tension. Devant les marches du tribunal, il y a foule, chaque jour un peu plus nombreuse. Environ 120 places ont été réservées pour le public, une trentaine dans la salle d'audience, 90 dans la salle de retransmission. Étant donné l'affluence, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Aussi, il n'est pas rare de voir les premières personnes arriver avant 3 heures du matin. Beaucoup de gens du Tarn, une majorité de femmes, mais aussi des personnes de passage. Certaines, happées par les débats, reviennent chaque jour. C'est le cas de Philippe, un retraité de 64 ans, interviewé par ma collègue Jeanne-Nicole Annick. La première semaine, je venais que le matin, et puis depuis la deuxième semaine, je viens tous les jours, toute la journée. La première fois, je suis venu par curiosité, je voulais voir comment ça se passait, j'avais jamais assisté à des assises. Et puis bon, c'est tellement prenant, puis bon, comme on est du coin, un procès super médiatisé, puis on aimerait quand même avoir des vérités, quel en sera le dénouement de ce procès. Qu'est-ce qui fascine autant ces gens ? Bien sûr, il y a le mystère lié à cette affaire. Un plaquiste jugé pour le meurtre de sa femme alors qu'il n'y a pas de corps, pas d'arme du crime, pas d'aveu. La victime, Delphine Ossaguel, 33 ans, était par ailleurs infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard à Albi. En décembre 2020, lorsque survient sa disparition, le Covid frappe encore et quelques mois plus tôt, les personnels soignants étaient applaudis au balcon. Le drame que vivent également les 2 enfants du couple, Louis, âgé de 6 ans au moment des faits, et Elia, 18 mois, touche également nombre de personnes. Enfin, il y a sans doute une part d'irrationnel. Pourquoi ce féminicide plus qu'un autre ? Parmi le public, il y a Jérémy, un habitant d'Albi. Il n'a croisé Delphine Jubilard que 2 ou 3 fois, mais cet homme a été fortement touché par la disparition de cette femme. Depuis le début de l'année 2021, il fouille quasiment quotidiennement les recoins de Cagnac-les-Mines et ses environs. Avec du matériel de détection, il cherche tout indice, tout objet qui pourrait mener au corps de cette femme. Il cherche car il le reconnaît, il a du temps libre. Et en cette fin septembre, il a prévu d'assister au procès quasiment tous les jours. En son fort intérieur, il est convaincu de la culpabilité du mari de Delphine Jubilard. Je reste, je pense, fidèle à mon idée première. En tout cas, c'est ce que je vérifie chaque jour un peu plus ici. Je pense qu'il n'avouera pas. D'ailleurs, il a déjà dit que c'était pas lui. Donc bon, sur ça, je me faisais pas trop d'illusions. Et puis, bien sûr, tout le monde espère des aveux. Mais c'est-à-dire qu'on sait que l'acquittement est possible. Il faudra respecter ce choix. Moi, voilà, bon, mon avis, on le connaît. Je suis pas là pour, si vous voulez, dire du mal en permanence de Monsieur Jubilard. L'ancien procureur de Toulouse, Dominique Alzehari, se doutait qu'il allait passer un sale quart d'heure.
Ce lundi 29 septembre, la défense de Cédric Jubilard voulait l'entendre au sujet d'une conférence de presse qu'il avait donnée le 18 juin 2021, soit le jour de la mise en examen de Cédric Jubilard et de son placement en détention provisoire. Bien, mesdames et messieurs, merci d'être venus. Je me présente à vous en tant que procureur de la République du parquet de Toulouse. Cédric Jubilard a sans doute été crucifié par vos propos. Je considère que vous êtes le péché originel de ce dossier. Lui lance sans autre forme de procès maître Alexandre Martin. Mais qu'avait donc bien pu dire l'ancien procureur pour susciter une telle acrimonie ? À la barre, ce haut magistrat se défend. Il assure avoir présenté les indices graves et concordants qui expliquaient à l'époque la mise en examen de Cédric Jubilard. Pas exactement, estiment les avocats de l'accusé, qui reprochent à Dominique Alzehari d'avoir présenté leur client comme le seul coupable possible dès juin 2021, et même d'avoir énoncé de fausses charges, comme cette couette que Cédric Jubilard aurait commencé à laver à la machine à l'arrivée des premiers gendarmes. Ce qui a été relevé aussi, c'est que lorsque les gendarmes arrivent, vers donc 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Madame Jubilard. Seulement, devant la cour d'assises, ces gendarmes sont venus indiquer qu'ils n'ont jamais entendu une machine à laver tourner lorsqu'ils se sont pointés dans la maison des Jubilard, et des photos prises par les enquêteurs en cette matinée du 16 décembre 2020 montrent bien la couette utilisée par Delphine Jubilard, toujours posée sur le canapé. Pour maître Emmanuel Franck, l'affirmation de l'ancien procureur de Toulouse en juin 2021 est donc une parole gravissime. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui, 4 ans et demi plus tard, pensent encore que l'épisode de la couette est vrai, lance-t-elle au magistrat. Ce dernier repartira de la salle d'audience visiblement agacé d'avoir été mis en cause. Mais aussitôt après son témoignage, les avocats des parties civiles ont voulu dédramatiser cet instant. Pour maître Laurent Decaune, par exemple, il s'agissait d'un coup pour rien. C'est un petit naufrage dans la stratégie de diversion et de dilution de la défense. On vient de passer une matinée à questionner un magistrat sur une conférence de presse qu'il a tenue il y a 4 ans, à un moment clé du dossier. Ça n'avait aucun intérêt pour éclairer la cour et les jurés sur ce qui est reproché à M. Jubilard. Et ça montre que la défense essaie de diluer le sujet pour éviter qu'on se concentre pour les phares. En réalité sans intérêt, sauf celui de montrer quelle est la stratégie de M. Jubilard, essayer de faire des diversions, essayer de diluer le sujet, de parler d'autre chose. Et là, c'était révélateur. On est même allé jusqu'à dire que la communication des procureurs constituait un péché originel. Dans un dossier où les médias sont devenus frénétiques assez rapidement après la disparition de Delphine Jubilard et où ils n'ont cessé de s'immiscer, ou en tout cas de tenter de les faire, à l'intérieur des investigations du dossier, dans le moment même où le travail d'enquête se faisait, le monde journalistique était sur le terrain, quelquefois de façon assez perturbatrice. Et voir Cédric Jubilard, par l'intermédiaire de ses avocats, se poser en victime de la médiatisation, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et qui ne relève pas du sérieux qu'on doit attendre devant une cour d'assises. La question des violences de Cédric Jubilard vis-à-vis de son fils Louis et de sa femme Delphine aura été abordée à plusieurs reprises au cours de ce procès. Les proches de l'accusé ont quasiment tous un exemple en tête au cours duquel ce père avait maltraité son fils, en le giflant, le tirant par les oreilles au point de le décoller du sol, en lui donnant des fessées monstres ou en le mettant au coin à genoux sur des Legos. Dans son box, même Cédric Jubilard reconnaît avoir été violent. Il semble même le revendiquer. Certes, il nie avoir terrorisé son fils, mais il estime aussi que les enfants doivent apprendre à avoir peur de leurs parents, sinon, ajoute-t-il, on se fait bouffer. Quant aux violences vis-à-vis Delphine, elles semblent avoir été essentiellement verbales. Des propos humiliants,
des insultes, mais pas physiques. Seule une cousine évoquera avoir reçu en 2018 une confidence de Delphine lui indiquant que son mari avait levé la main sur elle. Maître Malika Chmani, avocate des 2 enfants du couple, ce mardi 30 septembre, évoque les punitions infligées par le père de Louis et pourquoi Delphine n'intervenait pas. Moi, je vais travailler pour pas raconter des histoires. C'est une réalité, c'est que beaucoup de témoins ont assisté à des violences physiques sur lui. Par ailleurs, c'est des violences psychologiques que Delphine. Ça, c'est une réalité. Il a traité comme une moins que rien. Bien sûr que c'est un indicateur. Maître Decaune dénonce l'argumentaire de l'accusé qui soutient malgré tout avoir été un mari et un père aimant. Son intervention lui a permis quand même de faire de son couple une description qui ne correspond pas à la réalité la plus palpable à travers ce qu'on a pu en savoir dans les témoignages de son entourage, de l'entourage de Delphine. Il se prétend avoir été soumis à son épouse, avoir été un mari qui la mettait sur un piédestal, alors que tout le monde décrit le contraire. Donc on est dans une dynamique qui va peut-être se développer ultérieurement quand il aura plus la parole et qui consiste à nier des évidences. Chacun joue son rôle. Lui, son rôle consiste manifestement à se maintenir sur une ligne de crête qui consiste à se faire passer pour un bon mari. C'est sa stratégie. Ce mardi 30, en fin de journée, maître Mourad Batik, avocat de membres de la famille de Delphine Jubilard, demande à ce que la cour d'assises entende un enregistrement audio. Celui-ci a été enregistré par un cousin de Delphine le 17 décembre 2020, c'est-à-dire moins de 2 jours après la disparition de l'infirmière. Ce jour-là, il rend visite à Cédric Jubilard avec l'un des frères de Delphine. La conversation entre les 3 hommes est enregistrée à l'insu de Cédric Jubilard. On y entend ce dernier parler des travaux de la maison, ce qu'il devait encore entreprendre, mais aussi se plaindre que sa femme ne s'occupait absolument pas des préparatifs de Noël. Il évoque aussi ses doutes sur le fait que Delphine est un amant, qu'il aurait bien aimé, lui, participer à davantage de recherches pour retrouver sa femme, mais que les gendarmes lui ont intimé l'ordre de les laisser faire. Et à la fin, on l'entend pleurer. Pour le cousin et le frère de Delphine, ces pleurs sont des larmes de crocodile. Maître Martin, l'un des avocats de l'accusé, s'étonne tout de même de tels commentaires. Il fait remarquer au cousin que lorsque Cédric Jubilard s'est mis à pleurer, on l'entend aussi lui taper dans le dos, comme pour soutenir ce mari éploré. Alors, que penser d'un tel enregistrement ? Maître Batik veut croire qu'il est à charge. C'est un audio qui est important puisqu'on est dans le cœur du réacteur nucléaire, on est à 33 heures après la disparition de Delphine et on a un Cédric Jubilard qui, dans cet audio, on va le constater, va parler de tout, de rien et très peu de Delphine, si ce n'est en la qualifiant de manière très négative, en disant qu'elle ne fout rien, en disant qu'elle ne s'occupe pas de Noël, en disant des mots qui sont assez étonnants pour quelqu'un qui vient de perdre sa femme, qui vient de voir disparaître la mère de ses enfants. C'était assez étonnant et je crois que, vous savez, on dit parfois que une image vaut 1000 mots. Cet audio valait largement les suspicions que l'on pouvait avoir à l'endroit de Cédric Jubilard. Quel crédit apporter à la parole de Cédric Jubilard ? La question aura irrigué tout le procès. Est-il sincère lorsqu'on l'entend pleurer dans cet enregistrement ? Dit-il vrai lorsqu'il prétend qu'il a toujours aimé et qu'il aimera toujours Delphine ? À son doigt, il ne porte pas son alliance, mais une bague offerte par sa dernière ex-compagne qui, depuis, soutient avoir reçu ses aveux sur le meurtre de Delphine Jubilard. Quant à l'alliance, il l'aurait prêtée à cette ex-compagne, annonce-t-il à l'audience. Maître Alexandre Martin et maître Emmanuel Franck, ses avocats, balaient les mauvaises impressions données par leurs clients d'un revers de main. Quoi que dise un accusé, il aura toujours tort, soutiennent-ils. Peut-être qu'elle est partie à l'étranger, peut-être qu'elle est partie avec son amant, je ne sais pas. On dit, mais monsieur, comment vous pouvez dire ça? Elle a des enfants. Il dit, effectivement, c'est dur à imaginer.
Quand un ami vient et dit on faisait des battues et manifestement il cherchait encore, comment monsieur vous pouvez dire que Delphine est morte, à un moment donné ça ne va jamais. C'est un homme qui cherche des réponses, qui part un peu peut-être dans tous les sens, comme beaucoup d'autres. Hein. Chacun il va de ses espoirs, de ses craintes, voilà, pas plus. Mais devant la cour d'assises, à l'accusé, on lui laisse rien. Quand il dit pendant 2 jours, les gendarmes étaient suspicieux, j'ai senti une pression, il explique bien d'ailleurs, pas que les gendarmes l'ont tapé, il explique cette pression, ses coups, ses perquisitions, son téléphone, l'examen chez le légiste. Eh bien, on le regarde, là, on renverse l'ironie, c'est les autres qui le regardent avec ironie. Et quand un témoin vient vous dire, écoutez, moi, ils m'ont demandé de venir peu sèchement, on m'a demandé d'amener ma voiture, et on m'a dit de manger du poisson pour rafraîchir ma mémoire, bon, voilà comment ça se passe quand même, les rapports avec les gendarmes dans une affaire aussi grave. C'est bon, mais... Je l'avais complété, je crois qu'il faut quand même partir du principe que dans un dossier devant une cour d'assises, tout ce que t'es l'accusé ne va pas. Vous en avez eu un exemple il y a 2 jours. On reproche à Cédric Jubilard de ne jamais avoir beaucoup appelé le téléphone des Delphine à partir du moment où on pose une messagerie. Effectivement, il doit passer 3 appels dans la matinée, et puis il rappellera le 9 février, on en rediscutera. On le lui reproche. Vous n'avez jamais essayé de rappeler, c'est donc que vous savez qu'elle n'est plus là, etc., etc. Dans le même temps, une de ses meilleures amies nous dit, moi, à partir de 7h48, j'ai arrêté d'appeler parce que je tombais sur messagerie. Et personne n'irait imaginer que cette femme est impliquée dans la disparition de Delphine. Donc vous voyez que pour le même événement, on va le reprocher à l'un comme un élément à charge, et à l'autre, on considère juste que c'est normal. Lundi 6 octobre, l'accusation semble vaciller. Les 2 avocats de Cédric Jubilard font état d'un document de la gendarmerie qui a répertorié tous les numéros de téléphone ayant borné près du domicile des Jubilard durant 24 heures entre le 15 et 16 décembre 2020. Plus de 4500 numéros. Les gendarmes resserrent alors leurs recherches à la soirée de la disparition. Et que constatent maître Martin et Franck? Sur les 551 numéros recensés, se trouve celui de l'amante Delphine Jubilard, Donna Jean Maquet. L'homme habitait alors à Montauban, à environ 1 heure de Cagnac-les-Mines, et les gendarmes avaient pourtant vérifié, à partir de ses factures téléphoniques et de la domotique de son domicile, qu'il n'avait pas bougé de chez lui. Les avocats, eux, s'appuient sur la borne téléphonique située près de la maison de Delphine et Cédric Jubilard. La piste de l'amant aurait-elle été mal vérifiée? C'est ce que soutiennent alors les avocats qui s'en prennent aussi aux gendarmes. On a une liste de 216 PV numérotés. Le seul PV qui manque, c'est l'analyse de la ligne de Jean-Donat Maquet. Donc nous assistons à un véritable scandale, une procédure qui est falsifiée, des gendarmes qui ont manifestement retiré un PV, qui ont oublié d'enlever le nom dans la liste des téléphones qui ont déclenché, voilà. Et aujourd'hui, la défense, et ça, ce n'est pas un coup de théâtre, c'est pas un élément nouveau, c'est dans le dossier. Il suffisait de le lire, de passer son doigt sur la liste des 551 numéros pour s'apercevoir qu'il y avait la ligne de Jean-Donat Maquet qui déclenchait cette nuit-là à Cagnac-les-Mines. Donc quand il dit « je n'étais pas à Cagnac ce soir-là », à la barre, tout à l'heure, il ment. En tout cas, son téléphone y était. C'est un peu une enquête à charge, c'est une enquête honteuse. Pendant près d'une journée, la cour d'assises bruise d'interrogations. Beaucoup s'interrogent. S'agit-il d'un véritable coup de théâtre ou d'une opération de diversion de la défense? Les gendarmes auraient-ils pu passer à côté d'un tel événement, voire dissimuler un élément incriminant l'amant, comme le suggère la défense? L'un des avocats des 2 enfants du couple, Jubilard, maître Laurent Boguet, ne croit pas un instant en une quelconque révélation. Nous avons connu près de 5 ans d'instruction. C'est généralement le moment et l'endroit où l'on débat. Nous avons au moins à 10 reprises dû ferrailler devant la chambre de l'instruction. Et c'est au dernier moment qu'on apprend qu'effectivement il y aurait quelque chose qui apparaîtrait de manière saillante, à savoir, excusez du peu, que les gendarmes auraient carrément dissimulé des procès-verbaux aux fins de finalement faire condamner un innocent à la place d'un coupable. Enfin, c'est le problème, c'est qu'un philosophe du siècle dernier disait qu'à force d'aller au fond des choses, on finit parfois par y rester. Et la difficulté, c'est celle-ci à laquelle on est confronté. Moi, j'ai établi qu'en réalité, si vous avez une réplique d'appel
au niveau du numéro de Donna Jean Maquet, c'est tout simplement parce qu'il est connecté sur Wi-Fi et que effectivement, a priori, la dernière connexion Wi-Fi fait qu'il va heurter le relais de Cagnac-les-Mines. Mais tenez-vous bien, de 22h à 6h du matin, ce qui correspond pas du tout aux horaires qui nous intéressent, ça déborde très largement. Et au-delà de tout, dès les premiers instants de l'enquête, alors qu'on est en disparition inquiétante, la première téléphonie qui est explorée, c'est celle de l'amant. C'est Donna Jean Maquet qui effectivement va être mis en coupe réglée au niveau de son téléphone. Et ce que la défense déplore ne pas avoir obtenu dans le cadre effectivement de l'examen des 551 fadettes qui ont crépité cette nuit-là, eh bien c'est déjà fait depuis le 16 décembre. Il suffit d'ouvrir le dossier pour s'en convaincre. Et à partir de là, il n'y a pas de coup de théâtre possible, puisqu'en réalité, les gendarmes ont dit « celui-ci, c'est pas la peine de s'en occuper, ça fait 6 mois qu'on a déjà fait le nécessaire ». Dès le lendemain, le coup de théâtre se dégonfle. Le major de gendarmerie qui avait établi cette liste de 551 numéros de téléphone est convoqué devant la cour d'assises. Et piteux, il évoque qu'il s'agit d'une erreur. Ses explications ne sont pas limpides. Il évoque un copier-coller du numéro de l'amant qui n'aurait jamais dû se retrouver dans cette liste. Son témoignage vient certes écorner le sérieux de l'enquête. Tout n'aurait pas été vérifié avec la rigueur nécessaire. Mais pour la défense, c'est indéniablement un coup dur. Les deux avocats sont autant dépités qu'en colère. Qu'est-ce que le loup vise ? Ça fait peur quand même. On parle d'un dossier extrêmement difficile, qui demande beaucoup de travail à tout le monde. Et aujourd'hui, on vient nous dire, après qu'on a soulevé un élément qui était dans le dossier, qui est toujours dans le dossier, un gendarme vient nous dire je me suis trompé. Ça fait quand même un peu peur, effectivement, sur la crédibilité de cette procédure et de la téléphonie notamment. C'est une altération de la procédure. À partir du moment où vous mettez un nom qui, a priori, n'aurait pas à y être, que derrière vous faites une réquisition qui n'avait pas à y être et que derrière on n'a pas le résultat de la réquisition et qu'on n'a pas vraiment d'explication, parce que moi j'ai pas très bien compris quand même ce qui nous était dit, on est de toute façon sur une altération de la procédure. C'est quand même d'un amateurisme assez impressionnant pour un dossier comme ça. En cette 3e semaine d'audience, le procès est entré dans le dur des accusations. La Cour évoque le sens de stationnement de la voiture de Delphine Jubilard. Dans le sens de la montée est venu affirmer un voisin qui stationnait sa camionnette tous les jours juste à côté. Or, les premiers gendarmes à être intervenus chez Cédric Jubilard le 16 décembre au petit matin l'ont vu dans l'autre sens. Cédric Jubilard l'aurait donc utilisé durant la nuit pour transporter le corps de Delphine. Autre élément à charge, les lunettes de la victime qui ont été retrouvées cassées au domicile du couple, une branche derrière le canapé. Un expert est venu soutenir que seule une action d'une énergie de 83 joules au moins, pouvant correspondre à un coup de poing, a pu désolidariser cette monture. Un élément déterminant selon Maître Boguet, avocat de partie civile. De Longbon parlait de cette paire de lunettes et on a bien vu par l'expert qu'il y a eu un effort dynamique pour les briser. Oui, d'ailleurs, il y a eu une mesure qui est assez significative, le fameux test de la règle en plastique, qui démontre que vous pouvez exercer effectivement des pressions progressives sur des éléments plastiques sans obtenir effectivement une rupture et avec une remise à la forme initiale et en revanche, sur un coup violent, signalé comme dépassant 83 joules. Je crois que les gangs qui ont été évoqués, c'est un point qui est lancé, soit une masse de 2 kg, présentant une surface de 9 cm, qui lancé à 32 km/h, permet effectivement d'obtenir la casse des éléments plastiques de ces conducteurs. Donc, à l'exclusion de toute autre manipulation, l'expert, très formellement, a indiqué qu'il ne pouvait pas s'agir de t'asseoir sur cette paire de lunettes pour la casser, pas d'avantage de marcher dessus, il faut un choc qui soit à la fois violent dans sa densité, mais également dans la vitesse de production. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse, qui est un peu accablant comme élément à charge. Pourquoi ? Parce que cette paire de lunettes, nous le savons, a été retrouvée à l'intérieur de la maison, une des principales composantes sur la table de la cuisine,
la branche qui s'était désolidarisée derrière le canapé au moment de la manipulation par les enquêteurs du secteur de l'immobilier. Donc c'est clair que on a posé des questions à Cédric Jubilard parce que ça se passe à l'intérieur de la maison, c'est là qu'on les retrouve et donc par définition c'est censé l'impliquer. Et les réponses qui nous sont faites sont très évasives puisqu'ils se contentent schématiquement d'expliquer que ce ne sont pas ces lunettes, ne pas expliquer comment elles ont pu être retrouvées dans cet état. Les avocats de Cédric Jubilard apportent toutefois un bémol de taille à l'expertise. Celle-ci a été réalisée sur une paire de lunettes neuves. Autrement dit, la paire de Delphine étant déjà abîmée, une énergie bien moindre suffisait pour l'abîmer un peu plus. Vendredi 10 octobre et lundi 13 octobre arrive l'un des moments les plus attendus du procès, l'interrogatoire récapitulatif de Cédric Jubilard. L'accusé doit être interrogé sur sa vie de couple, sur son divorce, sur ce qu'il savait de l'amant, et évidemment sur la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cédric Jubilard ne s'énervera à aucun moment, mais il peinera à répondre à toutes les questions posées par la présidente de la Cour, par les 2 avocats généraux et les avocats des parties civiles. Son explication selon laquelle il aurait demandé à sa femme d'aller ressortir les chiens alors qu'il venait de les promener cette soirée-là étonne plus d'un avocat. Dans le box, Cédric Jubilard semble nerveux, ses bras ou ses jambes s'agitent. Il répond souvent qu'il ne sait pas, voire qu'il ne s'est jamais posé telle ou telle question sur la disparition de sa femme. Alors certes, il ne craque pas, mais il peine à convaincre d'une hypothétique innocence. Maître Mourad Batik puis Maître Decaune sont en tout cas convaincus de sa culpabilité. On n'obtiendra rien de Cédric Jubilard à cette audience. Je vous ai dit, c'est oui, non, peut-être, j'ai oublié. Donc, on n'obtiendra pas grand-chose de plus. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'il choisit de ne pas répondre ou d'éviter les réponses ou de répondre le strict minimum quand on sait que c'est un être exubérant, que c'est un être prolixe, que c'est un être affable, que c'est un être en dehors de la cour d'assises qui a une grande gueule. C'est jamais satisfaisant, mais encore une fois, la culture de l'aveu, c'est pas ce que l'on attend de ce procès. Mais ce qu'on attend de ce procès, c'est qu'il y ait une vérité judiciaire qui est mal au regard des éléments du dossier. Je crois que les éléments du dossier, vous avez peut-être pu tous le constater depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, ils sont quand même très accablants. Cet homme qui a réponse à tout est quand même la plupart du temps dans l'incohérence la plus complète. Ça peut être dit, il ne sait plus très bien quoi répondre. Il est atteint par quelques vertiges, ce qui peut se comprendre, puisqu'il est confronté à l'absence d'explications alternatives et aux contradictions et incohérences auxquelles on se livre lui-même. Tout est incohérent, le téléphone qui est éteint opportunément, l'invention de la promenade inutile des chiens par Delphine, l'interruption de sa pratique quotidienne de la pornographie. Tout ceci démontre à l'évidence qu'il est dans la fuite en avant, il masque, il triche. C'est un joueur, donc on triche avec une certaine assurance, mais on n'arrête pas de tricher. À la 4e et dernière semaine du procès, place aux plaidoiries et aux réquisitions. Au-delà des éléments à charge contre Cédric Jubilard, dans une plaidoirie touchante, maître Malik Hachmani, avocate des 2 enfants du couple, Louis, 11 ans, et Elia, 6 ans, a donné de leurs nouvelles. Comment ils ont vécu ces années d'enquête, comment ils vivent ce procès. Elia, par exemple, lorsqu'elle est trop triste le soir, elle imagine avoir une baguette magique et prononce la formule abracadabra, en espérant que sa mère revienne. Louis est lui persuadé que son père a tué sa mère. Aujourd'hui, c'est Cédric, ou peut-être demain, ce sera papa. Il est en colère. Il a demandé des comptes à son père, et son père n'a pas été à la hauteur. Il lui a dit de dire la vérité à plusieurs reprises. Et son père dit la vérité, donc c'est quelque chose qui est compliqué. Le fait que le papa reconnaisse pas la totalité des violences par rapport aux Legos. Les Legos, c'est quelque chose qui a traumatisé Louis. Son père, il dit que c'est par hasard qu'il y avait des Legos par terre. Et ça, Louis, il peut pas l'entendre parce que c'est pas vrai. Il dit c'est pas vrai. Papa, il ment. Et aujourd'hui, cet enfant est convaincu que c'est son père qui a fait ça. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, moi, très clairement. Il est convaincu, c'est le cheminement qu'il en fait, parce que maman n'aurait jamais abandonné ses enfants, parce que maman, elle avait un amoureux qu'elle voulait quitter papa,
et parce que maman, elle aurait jamais, papa, il n'a jamais accepté qu'elle puisse le quitter, et donc il dit, ça peut être que lui, ça peut être que lui. Voilà, c'est la déduction qu'il en fait. Il dit pas, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Il dit pas ça, lui, du tout. Ce qu'il dit, c'est que ça peut être que papa. Et maintenant, il va falloir qu'ils comprennent que bien sûr que maman ne reviendra pas et qu'aujourd'hui, on ait une décision pour qu'enfin ils avancent sur le chemin de la reconstruction après. C'est une étape, une constitution, une reconnaissance d'un statut de victime, ça permet d'avancer dans une vie, mais on ne fera pas de miracle. Il n'y a pas de miracle possible parce que Delphine, elle ne reviendra pas. On va essayer de faire en sorte qu'ils grandissent le mieux possible avec une réponse judiciaire et avec des gens qui sont soutenants. Mercredi 15 octobre, durant plus de 4 heures, les 2 avocats généraux ont expliqué toutes les raisons pour lesquelles ils considèrent Cédric Jubilard comme étant le meurtrier de sa femme. Ils ne croient pas en une préméditation, mais ils décortiquent le geste meurtrier d'un homme qui ne supportait pas d'être quitté. Le magistrat Pierre Aurignac rappelle que le chien renifleur qui a suivi les dernières odeurs de Delphine Jubilard, le mercredi 16 décembre 2020 dans l'après-midi, soit moins de 24 heures après sa disparition, a fait une boucle qui partait de la maison du couple et qui y revenait. « J'ai demandé au maître chien, dit Pierre Aurignac, si cela signifiait que Delphine Ossaguel était revenue dans sa propriété et n'en était jamais ressortie vivante. Exactement, m'a-t-il répondu. Pour Cédric Jubilard, il réclame 30 ans de réclusion et le retrait de l'autorité parentale. Pour la défense, la mission s'annonçait ardue. Comment renverser la table quand nombre d'observateurs se disent « Mais si ce n'est pas Cédric Jubilard, qui cela pourrait-il être ? Cela ne peut être que lui. Les lunettes cassées, la dispute vue par le fils aîné, les cris de femme entendus par les 2 voisines vers 23 heures, un couple en plein divorce. » Un à un, maître Emmanuel Franck va donc reprendre tous les éléments à charge et un à un, elle va démontrer que ceux-ci sont au mieux très fragiles, au pire inconsistants. Elle fustige les 2 avocats généraux qui eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la scène de crime. À l'extérieur de la maison pour l'un, alors que pour l'autre, Delphine Jubilard ne serait pas sortie de la maison. Maître Franck et Maître Martin, juste après leur plaidoirie. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'au-delà des émotions, au-delà des ressentis, ce qui compte pour juger un homme, c'est de recueillir des preuves ou des indices qui sont suffisamment convergents, suffisamment importants pour constituer une preuve. Et là, on en est encore à la recherche de la preuve d'un crime et on en est encore à la recherche de la preuve d'un coupable. Et donc, c'est ce qui me semblait essentiel de rappeler. Est-ce que ça marchera ? Je n'en sais rien, je ne suis pas jurée et je suis bien trop attachée à la liberté des jurés et à leur conscience et à leur intelligence. Il faut considérer qu'ils feront bien ce qu'ils voudront. Vous avez pu constater qu'on s'était réparti les charges, la charge de travail. Maître Franck a démonté tous les éléments matériels de ce dossier, tout ce qui nous a été présenté comme des preuves, ce travail des gendarmes. Bon, je ne vais pas tout vous refaire. Et moi, cet après-midi, je me suis attaché à décrire réellement qui était Cédric Jubilard, pas une caricature, quelle était la relation avec Delphine, comment ce couple a évolué, pour essayer de démontrer que la thèse qui nous est présentée de ce pétage du plomb ne correspondait à aucune réalité, que cette montée en pression depuis des mois ne correspondait à aucune réalité. Et enfin, la péroraison pour rappeler aux jurés qu'il y a des exigences de leur décision. Que vous a dit Cédric Jubilard au terme de cette plaidoirie, de ces plaidoiries ? Merci. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide que l'accusation et la preuve reposent sur des indices, il faut quand même s'attacher à vérifier que les indices sont concordants entre eux et ne se contredisent pas. Vous prenez un élément comme étant un indice, vous en prenez un autre, mais si les 2 ensemble ça va pas, en fait vous n'en avez aucun. Et donc c'était l'objet de ma démonstration qui était basée sur des éléments du dossier, j'ai rien inventé. Les horaires étaient dans le dossier, il suffisait de les mettre brut à bout. Vendredi 17 octobre, l'heure du verdict a sonné. Les jurés vont délibérer durant près de 6 heures. Il est un peu plus de 15 heures lorsque la présidente énonce la décision de la Cour.
coupable à la majorité d'au moins 7 jurés. 30 ans de réclusion criminelle. Dans son box, Cédric Jubilard ne montre rien, ou presque. Il est abattu, diront ensuite ses 2 avocats qui ont annoncé faire appel. Les 2 avocats des enfants Jubilard, maître Chmany et Boguet, eux, se disent satisfaits de cette vérité judiciaire qu'ils vont pouvoir transmettre aux enfants. Justice est passée. C'est important pour les enfants. 30 ans à la hauteur, j'ai envie de dire, de l'absence d'aveu et l'absence de corps. Donc c'est important, c'est un moment important et on a enfin des parties civiles qui ont pu exprimer leurs émotions. C'est un soulagement pour beaucoup d'entre elles, je tiens à le dire. C'est la première fois que je vois certaines personnes craquer. Voilà. Ils avaient peur, c'était lourd, ils n'ont jamais manifesté leurs émotions et là ça lâche et c'est bon signe, c'est très bien. Alors c'est une histoire qui va être racontée à nos jeunes clients, mais c'est une histoire que la justice adresse également à Cédric Jubilard, au terme d'un verdict de condamnation, assorti d'une peine lourde en termes de sanctions, qui rétribue à la fois les agissements qui lui étaient reprochés, mais surtout son attitude tout au long de l'instruction et dans le cadre du procès. Il lui appartient maintenant dans son acte d'en tirer les conséquences. Il aura évidemment la possibilité d'interjeter appel de cette décision, mais je l'invite d'ores et déjà à en tirer les conséquences et nous indiquer où il a dissimulé la dépouille de sa femme, de manière à ce que nous puissions la restituer légitimement aux enfants qui la réclament depuis maintenant plus de 5 ans. La justice dit aussi quelque chose d'important. Au-delà du fait qu'il l'a tuée, Delphine n'a pas disparu. Elle est morte. Delphine a été tuée. Elle a été tuée des mains de son mari, Cédric Jubilard, et moyennant quoi, il faut en tirer une fois encore les conséquences. C'est-à-dire que s'il est reconnu coupable de sa disparition, il est également reconnu coupable de la dissimulation de sa dépouille. Puis nous entendrons Maître Batik, qui évoque dans l'extrait l'un de ses clients sur une civière. Après le verdict, ce membre de la famille de Delphine Ossaguel a en effet fait un malaise. Heureusement, quelques instants après, il avait récupéré. Ils indiquent que ce dossier, il y a une scène de crime et que s'il y a une scène de crime, il y a un criminel. Aujourd'hui, c'est le soulagement pour un nombre de parties civiles incalculable. J'ai actuellement l'un de mes clients qui est sur une civière parce que la pression est retombée, parce que c'est compliqué d'assumer, d'absorber toute cette émotion. Et donc, c'est une satisfaction. Non pas que l'on se satisfasse qu'un homme soit en prison, mais on se satisfait au moins que la vérité ait pu émerger. Et cette vérité, elle est importante. Ça fait 5 ans qu'on l'attend, ça fait 5 ans qu'on la souhaite, ça fait 5 ans qu'on la hurle, et ça fait 5 ans qu'on nous dit que ce dossier est vide. Donc, aujourd'hui, mes clients vont pouvoir avancer. Ça va être encore très compliqué parce que même si on a une vérité judiciaire aujourd'hui qui est établie, on n'a toujours pas Delphine. Delphine ne reviendra pas. Delphine est morte dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Elle a été tuée par son mari, Cédric Jubilard, qui nous prive encore aujourd'hui du corps de Delphine. Avec ce procès, l'affaire Cédric Jubilard n'est pas terminée pour autant. Un procès en appel aura lieu, probablement d'ici 1 an. Recherche coupable, une série du mur des podcasts d'Ouest France.